Bien, mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, bienvenue donc à cette troisième conférence du cycle Europe. Donc la semaine dernière, je me suis intéressée dans cette réflexion sur les valeurs de l'Europe, je me suis intéressée à la phrase du préambule de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui souligne que l'Union européenne est fondée sur les principes de la démocratie et de l'état de droit. Et donc je me suis interrogée, pour celles et ceux, je le rappelle à ceux et celles qui n'étaient pas là la semaine dernière, qui étaient là la semaine dernière, pardon, en m'interrogeant sur les liens entre liberté, démocratie et libéralisme, ce qui m'a conduit à déconstruire, ou du moins tenter de déconstruire ces deux vocables de démocratie illibérale et de libéralisme autoritaire. Alors, je vais reprendre aujourd'hui le texte du préambule et la phrase qui m'intéresse désormais, c'est celle-ci. Elle, donc l'Union européenne, place la personne au cœur de son action en instituant la citoyenneté de l'Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice. Et donc, comme j'ai dit que ces conférences porteraient beaucoup sur le sens des mots que nous utilisons, dont nous nous réclamons, je vais commencer aujourd'hui par la sécurité. Et je vais à nouveau partir d'un texte d'Hannah Arendt, comme je l'ai fait lors de la dernière séance. Alors, peut-être une précision sur ce choix. Peut-être penserez-vous qu'on cite un peu trop Arendt aujourd'hui, que la référence est devenue un peu convenue ou trop attendue. Et il est vrai que cette autrice souffre sans doute d'avoir été un peu trop à la mode ces dernières années, et bien au-delà des cercles universitaires, puisqu'on lui a même consacré un film. Mais comme l'enjeu ici n'était pas d'être une adepte de l'originalité à tout prix, j'ai choisi de me référer beaucoup à ses écrits dans mes deux dernières conférences. Parce qu'il me semble en effet que, mode ou pas mode, l'œuvre d'Arendt reste une source d'inspiration inépuisable pour penser le temps présent avec elle, mais aussi au-delà d'elle, c'est-à-dire dans un travail de réappropriation critique de ses écrits. Et c'est vrai que je vais tenter de partir d'Arendt et de revenir à Arendt dans la fin de ma conférence. Donc, dans un texte publié en 1960, Hannah Arendt déplorait que la liberté ait été progressivement associée à un retrait de la politique, alors même que pour Arendt, la liberté était la raison d'être de la politique. Cette perte de coïncidence entre politique et liberté ne s'expliquait pas seulement par l'expérience totalitaire, puisqu'elle écrit à ce moment-là, en 1960, expérience totalitaire qui a conduit à une méfiance pour toute forme de pouvoir et qui a conduit certains des contemporains d'Arendt à associer le politique à un risque pour la liberté, alors qu'on sait que pour elle, la liberté était liée à l'action collective des hommes entre eux, des hommes et des femmes entre eux. Mais pour Arendt, cette perte de coïncidence dans l'esprit de ses contemporains, cette perte de coïncidence entre politique et liberté n'était pas seulement liée au souvenir du totalitarisme. En réalité, écrivait-elle, c'est toute la pensée politique moderne qui aurait conspiré à dissocier politique et liberté, notamment, et j'en viens à mon sujet, notamment, disait-elle, en identifiant cette liberté à la sécurité. Et Arendt soulignait ainsi, disait, donc c'est dans Qu'est-ce que la liberté qu'on retrouve donc en traduction française dans l'Humaine condition. Elle écrit ceci: même Montesquieu, bien qu'il eût sur l'essence de la politique une opinion non seulement différente, mais beaucoup plus haute que Hobbes ou Spinoza, pouvait encore, à l'occasion, poser comme équivalente la liberté politique et la sécurité. Bien. Alors, pourtant, ce qui m'a intriguée, c'est que dans le passage que cite Arendt, quand elle se réfère à Montesquieu, Montesquieu ne mentionne pas la sécurité, il mentionne la sûreté. Je vous mets ici le texte. La liberté politique
écrit-il dans l'Esprit des lois, consiste dans la sûreté, ou du moins dans l'opinion que l'on a de sa sûreté. Or, la sûreté, tant pour Montesquieu que pour ses successeurs, ne renvoie pas au fait d'être protégé de toute forme de péril. La sûreté n'est pas une assurance contre toute forme de danger. La sûreté désigne plutôt pour lui ce qu'il appelle cette tranquillité d'âme, qui permet à chacun d'agir dans le monde sans crainte d'être soumis à l'arbitraire, que cet arbitraire soit le fait des individus privés, mais aussi et peut-être surtout des autorités publiques. En témoigne, me semble-t-il, la suite du passage de Montesquieu, qui explicite le choix de cette définition de la liberté politique. Il dit « Cette sûreté n'est jamais plus attaquée que dans les accusations publiques ou privées. C'est donc de la bonté des lois criminelles que dépend principalement la liberté des citoyens. » Or, il me semble que si on l'entend ainsi, la sûreté a bel et bien une dimension directement politique, contrairement à ce qu'écrivait Arendt. Elle a bel et bien une dimension directement politique dans la mesure où elle a la condition de possibilité pour que la liberté, au sens d'Arendt, puisse se déployer. Et ce sera mon premier point, la sûreté comme condition de la liberté politique. Alors, d'abord, je vais tenter quelques mots sur cette distinction sûreté-sécurité, parce que je dois avouer que j'ai mis un petit peu de temps à y voir plus ou moins clair. Pourquoi j'ai mis un petit peu de temps ? Parce qu'à suivre certains auteurs, je songe par exemple à l'ouvrage de Jean-Fabien Spitz, La République, quelle valeur ? À suivre certains auteurs, il aurait existé, au moment de la proclamation des premières déclarations des droits, une distinction claire entre sécurité et sûreté. Donc, à suivre ces auteurs, d'autres, la sécurité ne renverrait qu'à l'appareil répressif de l'Ancien Régime, aux politiques menées au nom de l'ordre, à la lutte contre les vols, les meurtres qui portent atteinte à la tranquillité de la société, tandis que la deuxième, la sûreté, ne viserait que l'ensemble des exigences qu'on retrouvera dans la déclaration de 1789, qui mettent le citoyen à l'abri de l'arbitraire de la puissance publique et qui comprennent le principe, la présomption d'innocence, la non-rétroactivité des lois, la proportionnalité des peines, etc. Bon, je suis un peu renseignée et je crains que le tranchant de cette opposition entre sécurité et sûreté ne soit une construction rétrospective. D'une part, il faut tenir compte ici de l'évolution de la langue. Même si le terme de sécurité existait déjà au XVIIIe siècle, il était alors très peu employé. Ce n'est qu'à partir du XIXe siècle qu'il va se diffuser et désigner parfois ce qui était autrefois entendu par sûreté. Il convient d'ailleurs de remarquer que les deux mots dérivent de la même racine, sécuritas ou l'absence de souci. Et puis, si on revient au texte de Montesquieu, on voit bien que la sûreté a chez lui une dimension bicéphale, puisque ça vise aussi bien le fait d'être protégé contre l'arbitraire de la puissance publique, mais aussi contre les crimes et délits commis par des particuliers qui portent également atteinte, écrit-il, à la sûreté publique. Donc la distinction n'est pas aussi simple qu'elle le semble de prime abord. Mais ces précisions, me semble-t-il, n'enlèvent rien au fait que l'objet principal, je le rappelle à l'instant, du texte de Montesquieu cité par Arendt porte quand même sur la protection des citoyens contre l'arbitraire des pouvoirs publics, puisqu'il parle de la bonté des lois criminelles. Et surtout, plus important pour mon sujet, il me semble que la sûreté ici a bel et bien une dimension politique. Pourquoi ? Parce qu'elle ne renvoie pas à un individu qui serait rétracté sur la défense de ses intérêts propres, qui sortirait du politique. Au contraire, elle suppose bel et bien la mise en place d'institutions, de procédures qui permettent à chacun d'être protégé de cet arbitraire.
Autrement dit, la sûreté renvoie ici, et je cite un ouvrage devenu classique, hein, celui de Philippe Petit, elle renvoie au principe de non-domination. Donc Petit a montré qu'il ne signifie pas que nulle contrainte ne puisse être exercée sur ma volonté, mais plutôt que cette contrainte ne peut être exercée sans être justifiée par des lois. Ce sera également le cas, cette dimension politique de la sûreté, elle est également très présente chez le réformateur pénal Cesare Beccaria, qui, dans son traité des délits et des peines de 1764, fait de la sûreté le but de la réunion des hommes en société. Je vous ai mis ici une photo de l'édition bilingue franco-italienne qui a été établie par Filippo de Jean. Chez Beccaria, la sûreté a bel et bien une dimension politique, puisque contre l'incertitude de la liberté naturelle qui laisse chacun et chacune à la merci des plus forts, l'adoption d'une législation civile permet à chaque citoyen d'acquérir un esprit d'indépendance qui est le plus sûr rempart contre la tyrannie. Donc, chez Beccaria, la sûreté ne renvoie pas à l'utopie d'une société entièrement pacifiée. Il le dit explicitement, je le cite, « Il est impossible de prévenir tous les désordres dans le combat universel des passions humaines. » Cette sûreté ne renvoie donc pas à l'utopie d'une société sans désordre, mais elle suppose que la liberté d'action des citoyens résulte de lois connues de tous, ne soit pas laissée à la discrétion d'un petit nombre. Ce qui implique notamment que les peines soient prévisibles, qu'elles soient proportionnées aux délits commis et que chacun soit assuré de bénéficier de procédures judiciaires équitables. Alors, il me semble que le sens est le même à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je rappelle que cet article 2 mentionne 4 droits naturels et imprescriptibles, liberté, propriété, sûreté et résistance à l'oppression. Dans ce texte, le droit à la sûreté signifie avant tout la protection des libertés individuelles contre l'arbitraire, comme le précise l'article 7, relatif au fait que nulle accusation, arrestation ou détention ne peut avoir lieu que dans les cas déterminés par la loi. C'est notamment en s'inspirant de l'exemple anglais de l'habeas corpus adopté en 1679, qui obligeait à présenter un juge tout individu arrêté, que les constituants français ont consacré ce droit. Mais donc, à nouveau, ce qu'on voit ici, c'est que cette liberté comme sûreté, elle possède bien une dimension intersubjective, qui diffère de la simple liberté sans interférence, qui diffère de la simple possibilité d'agir sans interférence des autres. Et je voudrais citer ici le spécialiste de Beccaria, un spécialiste de Beccaria, Filippo de Jean, qui formule ça très clairement. Il dit au fond « Je ne suis libre que si je sais de source sûre que nul n'a le droit d'entraver mon action, si les autres savent qu'ils n'en ont pas le droit, et si je sais enfin qu'ils le savent. La liberté comme sûreté désigne donc un droit ou un statut publiquement reconnu par la loi. » Et donc j'ai voulu mentionner cela et revenir sur cette acception de la sûreté, parce qu'il me semble que si on la comprend ainsi, dans cette dimension politique, dans cette dimension intersubjective, comme supposant un statut, comme supposant des institutions, on voit qu'en réalité, la sûreté est loin d'opérer un retrait du politique, comme semblait le penser Arendt, se définit plutôt comme la condition de possibilité de la liberté, au sens où l'entendait Arendt elle-même. Parce qu'en effet, quelle était la condition de la liberté pour Arendt? C'était, je la cite, d'avoir le statut d'un homme libre, disait-elle, qui permet de se déplacer, de sortir de son foyer, d'aller dans le monde et de rencontrer d'autres gens en acte et en parole. Et l'insistance sur l'importance d'une forme de statut ou de personnalité juridique, statut sans lequel il n'y aurait qu'un homme naturel, disait-elle, un homme sans droit ni devoir et donc sans poids politique, revient de façon récurrente dans l'œuvre d'Arendt.
notamment dans ces textes connus, où elle montre au fond que c'est la perte d'un statut légal qui a fait des apatrides de l'entre-deux-guerres des parias, en les privant d'appartenance à une communauté politique organisée. Dans un de ses textes, d'ailleurs les plus émouvants, Nous autres réfugiés, Arendt revient sans cesse sur cette perte de statut subie par celles et ceux qui sont privés de l'appartenance à une communauté politique. Et donc je dirais, c'est pour ça que je disais, c'est aussi penser avec, mais au-delà d'Arendt, compte tenu justement de l'importance du statut dans sa pensée, il était curieux pour moi qu'elle réduise la liberté telle que l'entendaient les penseurs politiques du XVIIe et du XVIIIe siècle, disait-elle, à une volonté de protéger des activités qui se produisaient en dehors du politique. C'est curieux parce que, en réalité, on voit que le concept de sûreté fait signe de façon claire vers la nécessité d'une existence légale, sans laquelle, privés de la stabilité, de l'impartialité des lois, nous serions livrés aux aléas d'une domination arbitraire ou d'une charité épisodique. En effet, dans la déclaration de 1789, le droit à la sûreté est inscrit parmi les droits dont toute association politique a pour but la conservation. Et là, je voudrais citer un autre philosophe qui a consacré un article déjà assez ancien à cette question, enfin un passage en tout cas. C'est Étienne Balibar qui notait que le droit à la sûreté figure parmi les droits du citoyen, c'est-à-dire des droits que les citoyens s'assurent eux-mêmes dans la mesure où ils les exercent, d'abord par une insurrection libératrice, ensuite par une pratique quotidienne qui est au fond la démocratie elle-même. La sûreté a pour corrélat la résistance à l'oppression. Alors, j'espère avoir montré dans quel sens la sûreté a bel et bien un sens politique et pourquoi elle est bel et bien liée à la liberté. Je vais en venir à mon deuxième point, parce qu'en réalité, ce que je voudrais montrer, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'exigence de sûreté qui limite la liberté politique, mais plutôt la submersion récente, on parle des 2 dernières décennies, du droit à la sûreté par l'illusion d'une vie sans danger, pour reprendre l'expression de la regrettée professeure au Collège de France, Mireille Delmas-Marty. Donc c'est mon deuxième temps, le droit à la sûreté à l'épreuve de la demande de sécurité. Bon, comme vous le savez, sans doute au cours des 2 dernières décennies, sous la pression de la menace terroriste, s'est insinuée l'idée que la garantie des libertés individuelles serait une faiblesse, qui rendrait les régimes dits libéraux moins à même d'assurer la sécurité de leurs citoyens. La conviction, au fond, qu'il existerait une sorte de troc à opérer entre impératifs de sécurité et préservation des libertés semble, en tout cas, être une idée qui est largement reprise par nombre de dirigeants politiques. On sait aussi, je ne reviens pas évidemment en détail, qu'à la suite des États-Unis, nombre d'États européens ont, au cours des 2 dernières décennies, multiplié les mesures qui affaiblissent le pouvoir judiciaire, qui renforcent les pouvoirs de surveillance, et surtout qui mettent en place des mesures de restriction des libertés vis-à-vis de personnes dont on soupçonne qu'elles pourraient menacer la sécurité des autres. D'où une évolution largement documentée par mes collègues juristes, où je reprends à nouveau les expressions de Mireille Delmas-Marty. La dangerosité prend le pas sur la culpabilité, et où l'impératif de sécurité, disait-elle, justifie le maintien en détention de personnes ayant purgé leur peine ou des mesures privatives de liberté vis-à-vis de ceux qui n'ont commis aucun délit, autant de mesures qui pourraient voir la sécurité menacer le droit à la sûreté des personnes. Je rappelle ici que Cesare Beccaria définissait la sûreté aussi par l'assurance, disait-il, que doit avoir chaque citoyen de savoir quand il est coupable et quand il est innocent. Et il me semblait, il écrivait ceci, il disait « L'incertitude sur son propre sort
à sacrifier plus de victimes à l'obscur Tinhani que la cruauté publique et solennelle. Celle-ci révolte les âmes plus qu'elle ne les avilit. D'où les citations qui, me semble-t-il, illustrent une partie des risques qui étaient pointés par Mireille Delmas-Marty. Bon, mais là où l'affaire se complique et où se dessine peut-être le risque de voir les droits humains jouer contre les droits humains, c'est quand s'impose l'idée non plus simplement qu'il faudrait peut-être sacrifier une partie de nos libertés à la sécurité, mais quand se diffuse l'idée qu'au fond, le premier des droits humains, la première des libertés, serait le droit à la sécurité. Sauf erreur de ma part, ce postulat que la sécurité serait un droit fondamental a été consacré pour la première fois en France par la loi du 21 janvier 1995, puis dans la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, qui dispose en son article 1er que la sécurité est un droit fondamental et une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives. La sécurité qui est visée ici concerne la défense des institutions et des intérêts nationaux, le respect des lois, le maintien de la paix et de l'ordre public et la protection des personnes et des biens. Donc il ne s'agit plus ici de c'est bien la sécurité et pas la sûreté au sens d'une protection de l'individu contre l'arbitraire des pouvoirs publics. Il y a donc un brouillage, je n'ai pris que l'exemple de la France, mais il y a un brouillage qui semble s'opérer dans certains de nos espaces publics entre ce droit à la sûreté dans nos rapports à la puissance publique et un impératif de sécurité. Or, ce brouillage s'observe jusque dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui, dans 2 arrêts de 2016 et 2014, a mentionné, alors je vais vous mettre l'arrêt exactement, donc nous avons, pour expliciter les choses, il y a cette phrase du préambule de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui mentionne l'objectif de construire un espace de liberté, sécurité et justice. Puis il y a autre chose qui est différent, c'est le fameux article 6, droit à la liberté et à la sûreté. Et dans sa jurisprudence, à un moment, elle a mentionné ce droit à la sûreté à l'appui d'un objectif de sécurité nationale, d'ordre public et de lutte contre la criminalité. Ce qui peut induire une confusion, puisqu'ici, il s'agit, j'y reviendrai dans un instant, mais avant tout de garantir les personnes contre toute forme de détention arbitraire. Donc il y a une confusion qui est facilitée, qui est évidemment facilitée d'une part par quelque part l'imprécision historique, le fait qu'il n'y avait pas de découplage d'un point de vue historique, et qui est facilitée par le fait qu'à vrai dire, la plupart des langues ne connaissent pas ou plus la distinction sémantique entre sûreté et sécurité. Je vais être honnête, je n'ai pas vérifié pour toutes les langues, mais le mot utilisé dans le préambule, l'objectif de liberté, sécurité et justice, et à l'article 6 de la Charte, est le même en allemand, il est le même en italien, en néerlandais ou en espagnol. Bon, il n'y a que le français où le préambule mentionne un objectif de sécurité et un article 6, un droit à la sûreté. En anglais, on a security and security of a person. La distinction security and safety est autre. Elle n'est pas safety, c'est plus une forme de protection individuelle, mais ce n'est pas utilisé dans ces textes. Donc, ça nous donne quand même quelque chose d'assez confus, mais il n'en reste pas moins que les juristes. Alors, je ne suis pas juriste, mais j'ai tenté de lire leurs commentaires. Les juristes, les spécialistes de droit européen, semblent s'accorder à considérer qu'il n'y a pas de droit autonome à la sécurité dans les instruments européens, je mentionne bien européens, de défense des droits de l'homme, que ce n'est pas le sens de cet article 6, parce que cet article 6 dispose d'un texte explicatif qui est sans ambiguïté. Il dit que les droits défendus à l'article 6 correspondent à ceux défendus à l'article 5 de la Cour européenne des droits de l'homme. Or, cet article 5 ne concerne que les conditions à respecter pour priver un individu de sa liberté. Donc, il ne concerne que les conditions à respecter pour éviter toute forme d'arrestation ou de détention arbitraire ou abusive. Alors, dire qu'il n'y a pas un droit indépendant
à la sécurité, ni dans la déclaration française, ni dans les instruments européens, ne signifie pas évidemment que l'exigence de sécurité ne soit pas impliquée par plusieurs droits fondamentaux. Plusieurs droits, le droit à la vie, évidemment, en premier rang, le droit à la vie privée ou familiale, l'interdiction de la torture ou des traitements inhumains et dégradants, exigent, bien entendu, une forme de protection contre les atteintes à l'intégrité physique ou psychique des personnes. Le droit à la vie, notamment, interdit à l'État un usage illégitime de la force, mais le contraint également à prendre certaines mesures préventives en vue d'éviter ou de sanctionner toute atteinte à la vie. Mais ça n'implique pas un droit à être protégé de toute forme de danger, puisque seules les menaces que les autorités connaissaient ou pouvaient raisonnablement connaître peuvent donner lieu à l'application de cet article. Autrement dit, il me semble que l'objectif de réaliser un espace de sécurité, tel qu'il est mentionné dans le préambule de la Charte, doit être distingué du droit à la liberté et la sûreté qui est visé à l'article 6. Et à nouveau, comme le rappellent mes collègues juristes, je mentionnais un article ici de Samantha Besson, qui est en Suisse aujourd'hui, qui ne pouvait pas être là, mais elle a publié un article très approfondi sur cette question. Ce qui nous rappelle, c'est que confondre les deux, confondre un objectif et un droit, n'est pas sans conséquence. Si la sécurité est un objectif et pas un droit, ça veut dire que toute limite au droit à la liberté, toute limite à la liberté doit être légitime en démocratie, doit être strictement nécessaire au regard de l'objectif poursuivi, donc ça doit être nécessaire pour préserver une société démocratique, ça doit être proportionné à l'objectif poursuivi, et ça met à l'abri certains droits dits absolus, comme l'interdiction de la torture ou des traitements inhumains et dégradants. Par contre, si la sécurité devient elle-même un droit fondamental, le risque alors est qu'elle pèse autant que les droits auxquels il est porté atteinte, au risque que soient prises des mesures coercitives disproportionnées. Et donc, je m'en tiens à ce que disait un juriste qui avait analysé cette jurisprudence de la Cour, qui invoquait, qui semblait mêler sécurité et sûreté, Tobias Locke, qui disait au fond, la Cour confond l'affirmation d'un droit et les limitations éventuelles de ce droit pour des motifs d'intérêt public. Et il maintenait que l'article 6 ne comprend bien qu'un seul droit, celui d'être protégé contre toute forme de détention arbitraire. Bien. Le souci, c'est que ces derniers arguments pourraient sembler trop formalistes à celles et ceux qui estiment que désormais la demande de sécurité qui traverse nos sociétés rend nécessaire de nous émanciper, et ce sont des voix de plus en plus puissantes, rend nécessaire de nous émanciper de cette contrainte de nécessité ou de proportionnalité liée à l'exigence d'un droit à la liberté. Il conviendrait, dit-on parfois, au fond, de nous déplacer sur un terrain strictement conséquentialiste, en opérant une balance, ou plutôt équilibre en français, un équilibre ou une mise en balance entre ces deux valeurs supposées concurrentes que sont la liberté et la sécurité. Et cette idée d'un nécessaire compromis à trouver entre ces deux objectifs, c'est, on l'a dit, imposé dans un certain nombre de discours politiques. Pourtant, alors c'est évidemment un très vaste débat que je ne vais pas trancher en quelques lignes, mais il faudrait quand même, il n'est rien moins qu'évident qu'une limitation du droit à la sûreté et liberté soit forcément efficace en termes de sécurité, ou que l'opposition entre les réalistes et les idéalistes, ou entre les responsables et irresponsables, soit réellement fondée. Après tout, comme le soulignait un magistrat, les meurtres de masse les plus effroyables connus sur le sol français depuis la guerre d'Algérie, à savoir le massacre du Bataclan de 2015 et celui de Nice de 2016, se sont aussi produits après que l'arsenal répressif et préventif ait été continuellement renforcé depuis 1986.
Et ici, je voudrais revenir sur un article consacré justement à cette question du dilemme entre liberté et sécurité, de Jeremy Waldron. Il se trouve que j'avais lu ce texte de Waldron il y a déjà plusieurs mois. Je comptais le citer bien avant les tragédies de ces dernières semaines, mais il me semble, je l'ai donc relu avant-hier ou hier, je ne sais plus. Cet article date de 2003 et je trouve qu'il est toujours d'une très grande pertinence. Parce qu'au fond, Waldron se demandait, alors évidemment, il s'interroge dans un contexte particulier qui est après l'attentat contre les tours jumelles et confronté au Patriot Act. Il se demandait si, au fond, l'essentiel de la réponse apportée à la demande de sécurité qui traverse les sociétés démocratiques contemporaines ne s'opérait pas à un niveau symbolique. Que disait-il ? Il disait quand nous sommes confrontés à une agression dont il n'y a aucun doute qu'elle est une catastrophe, qu'elle est une horreur morale. Mais là n'était pas la question, disait-il. Quand nous sommes confrontés à une agression, et il songe ici donc, à l'attentat contre les tours jumelles du 11 septembre 2001, il dit, confronté à cette agression, nous voulons que quelque chose d'inhabituel et de significatif soit fait. De préférence, quelque chose de très violent. Il disait qu'il s'agisse, par exemple, il écrivait qu'il s'agisse de bombarder l'Afghanistan ou de mettre en place des tribunaux spéciaux ou des camps de détention. Mais il se demandait si en réalité nous nous intéressons réellement à l'efficacité réelle de ces mesures. Est-ce que nous nous demandons vraiment si ces actions sont susceptibles d'éviter qu'une telle agression se reproduisent. Et que la plupart du temps, à vrai dire, nous n'en savons rien, voire nous savons que parfois, ils pensaient aux tribunaux spéciaux, aux camps de détention, que ça risque peut-être de nourrir de nouvelles haines. Et il ajoutait ceci, et alors, nul doute qu'il résulte de ces ripostes violentes une forme de bénéfice psychologique. Mais la question qui se pose, c'est de savoir s'il s'agit là d'un objectif suffisamment légitime pour limiter ou sacrifier des droits fondamentaux tels que ceux relatifs au droit à la sûreté. Et donc, en conclusion de son article, il nous invitait à la plus grande prudence avant de sacrifier nos libertés ou celles des autres, parce qu'il disait d'abord, ça suppose vraiment de s'interroger sur l'efficacité réelle des mesures, de se rappeler que les pouvoirs que nous donnons à l'État ou à la puissance publique pourraient finir par se retourner contre notre propre sécurité. D'un point de vue historique, la principale atteinte à la sécurité ou à la sûreté est quand même venue des pouvoirs publics. Et il terminait son article en soulignant de 2003 la nécessité de ne jamais abandonner nos libertés pour quoi que ce soit d'autre, pour un gain purement symbolique, et donc de nous interroger réellement sur la question de l'efficacité. Alors, en restant sur ce terrain symbolique, et symbolique mentionné par Waldron, j'aimerais à présent déplacer le regard de la lutte contre le terrorisme vers celui de la délinquance dite ordinaire. Parce que la question qui se pose est de savoir, même quand les exigences relatives à la sûreté sont respectées, exigences en matière de procès équitable, de présomption d'innocence, etc., je vais montrer un certain nombre de données où on pourrait se demander si l'invocation d'un droit à la sécurité n'est pas en train de rouvrir la voie à un esprit de vengeance au détriment du sens tant de la justice que de la sécurité du corps social dans son ensemble. Alors je sais que ça peut sembler là un peu provocateur, mais je vais tenter de montrer, je vais tenter de vous convaincre que c'est peut-être, en tout cas audible. En effet, j'aimerais attirer votre attention sur une question dont on parle très peu dans les débats actuels sur la démocratie en Europe, et qui pourtant la concerne directement. C'est ce moment punitif que nous traversons. Alors je me réfère évidemment, ici je renvoie au livre publié, l'ouvrage publié en 2017 par Didier Fassin, dont j'ai vu d'ailleurs qu'il allait donner un cours au printemps sur ce sujet, sur la faculté de punir.
Donc, même si nous restons évidemment très loin des sommets atteints par les États-Unis, la plupart des démocraties européennes traversent aujourd'hui ce moment punitif qu'il avait analysé. Bon, je voudrais juste vous donner quelques chiffres que j'ai récoltés. Entre 2000 et 2023, la population carcérale a augmenté, alors en part de la population totale évidemment, dans 16 États de l'Union européenne, parfois dans des proportions très significatives, puisqu'on a une augmentation de 37% en Suède, 33% en France, 34% en Hongrie, 44% en Grèce, 136% en Croatie. Alors, sont des chiffres que j'ai tirés de World Prison Brief. Comme Didier Fassin se référait aussi à cette base de données, je suis partie du principe qu'elle était fiable. J'ai été regarder ces chiffres de très près parce que souvent la presse nous dit le nombre de prisonniers baisse en Europe quand les chiffres sortent. C'est compliqué parce que ça inclut la Russie, c'était des chiffres sans doute avant le tournant autoritaire pris dans la période récente, mais ça inclut en fait toute l'Europe. Et en réalité, ce n'est pas si simple que ça, parce que si on regarde sur les 20 dernières années, la population carcérale, c'est vrai, a fortement baissé dans les pays baltes, ainsi qu'en Roumanie, en Tchéquie, en Bulgarie. Mais ça biaise un peu le tableau, parce qu'en réalité, ces pays présentaient il y a 20 ans des taux d'incarcération 2 à 4 fois supérieurs à celui de la France, par exemple, qui est déjà dans la fourchette haute. Ce qui veut dire que même si on tient compte de la baisse importante enregistrée depuis 20 ans, le pourcentage de la population qui est incarcérée est dans ces États toujours nettement plus élevé que dans tous les pays de l'Europe de l'Ouest. Et donc, si on enlève ces États d'Europe centrale et orientale du calcul, en estimant qu'il y a un effet peut-être qui est lié à la contingence historique, en réalité, la part de la population emprisonnée dans l'Union européenne a cru de près d'un tiers, 28% depuis le début du siècle. Et donc, au final, je n'avais que 3 États sur 27 qui combinent des taux bas, ce qu'on appelle bas, c'est moins de 70 prisonniers pour 100 000 habitants, et une baisse ou une stabilité de l'emprisonnement sur 2 décennies. L'Allemagne, les Pays-Bas et la Finlande. Alors, je sais, bien sûr, il faut garder à l'esprit, ça renvoie à des réalités carcérales très différentes selon les États. Mais il me semble que l'ampleur des chiffres est telle que ça devrait nous interpeller, d'autant plus qu'on sait que cette inflation carcérale n'est pas liée à un accroissement des formes les plus graves de violence. Pour prendre l'exemple de la France, le taux d'homicide a été divisé par 2 en 30 ans. En réalité, si le nombre de prisonniers augmente, c'est surtout en raison d'une plus grande sévérité pénale qui conduit à allonger la durée des peines et à enfermer pour des délits qui n'auraient pas conduit autrefois leurs auteurs en prison. Et donc, je revenais, je disais, cette question, elle est, pour ainsi dire, absente des débats publics. On a eu un moment de grande attention sur la question des prisons dans les années 70, début des années 80, liée notamment à l'activité et aux écrits de Michel Foucault, mais c'est complètement absent des débats publics et universitaires relatifs à l'état de la démocratie en Europe. Et pourtant, il me semble que c'est un enjeu qui intéresse pas seulement les spécialistes des prisons ou des politiques pénales, dont je ne fais pas partie, je le précise, mais j'aimerais rappeler que c'est important parce que la question de la façon dont une société choisit de punir et de traiter celles et ceux qui enfreignent ses lois a toujours entretenu un lien avec la conception que cette société fait de la liberté. Je renvoie de nouveau à Montesquieu. Montesquieu, dans l'extrait que je vous ai cité tout à l'heure, disait que c'est de la bonté des lois relatives à la répression des crimes que dépendait la liberté des citoyens. N'hésitez pas à dire que la sévérité des peines convient mieux au gouvernement despotique et qu'il serait aisé de prouver que dans presque tous les pays d'Europe, les peines ont diminué ou augmenté à mesure qu'on s'est plus approché ou plus éloigné de la liberté. Ou pour le dire en termes peut-être plus contemporains, le degré d'attachement d'une société à la liberté s'évalue surtout à ses marges, c'est-à-dire à sa capacité à respecter, à viser la réinsertion ou la réhabilitation de ceux qui enfreignent ces lois ou qui ne lui semblent pas dignes de sa sollicitude.
Alors, pourquoi est-ce que je parlais pour autant peut-être de spectre de la vengeance? Parce que j'ai été interpellée par un retour aux réflexions de Paul Ricoeur. Il y a un texte que vous pouvez trouver dans ce volume qui s'appelle « Justice et vengeance ». Alors, que nous disait Ricoeur? Il disait la justice en tant que vertu implique la référence récurrente à un autre. Parce que la justice, au fond, est cette vertu qui impose de tenir compte en toutes circonstances de l'existence, des besoins, des exigences et des croyances d'autrui. C'est pourquoi, disait-il, la justice appelle la médiation d'une institution qui permet de transférer les conflits du niveau de la violence à celui du langage et du discours. Bon, ça c'est jusque-là maintenant, mais ce qui était intéressant dans cet article, c'est que Ricoeur disait, au bout du compte, un degré résiduel de violence subsiste au terme de ce processus qui avait justement pour but de transférer les conflits de la violence à celui du langage et du discours. Parce qu'il écrivait, il disait, au fond, même jugée équitable et proportionnée, une punition implique toujours une souffrance et une forme de violence légale, écrivait-il, qui réplique, à la fin du processus, qui réplique la violence primaire de laquelle tout état de droit procède dans des temps plus ou moins éloignés. Et donc, il mettait en accent la résurgence, et j'y reviens dans un instant, de cet esprit de vengeance. Bon, je fais remarquer que 100 ans avant lui, Émile Durkheim l'avait déjà souligné dans De la division du travail social. Il disait « La peine est restée, du moins en partie, une œuvre de vengeance. On dit que nous ne faisons pas souffrir le coupable pour le faire souffrir. Il n'en est point moins vrai que nous trouvons juste qu'il souffre. Peut-être avons-nous tort, mais ce n'est pas ça qui est en question. En supposant que la peine puisse réellement servir à nous protéger pour l'avenir, nous estimons qu'elle doit être avant tout une expiation du passé. » Et donc, si je reviens à Ricoeur, il parlait au fond d'un paradoxe spéculatif lié, je le cite, à la résurgence irrésistible de l'esprit de vengeance que la justice avait pour fonction d'écarter. Et à ce paradoxe, Ricoeur ne voyait, compte tenu de l'absence de projet viable d'abolition totale de l'emprisonnement, qu'une solution pragmatique, disait-il. Il n'y a pas de solution à ce paradoxe spéculatif, il n'y a qu'une solution pragmatique qui consisterait à préserver pour les détenus la perspective de leur réinscription dans la communauté en supprimant toutes les mesures qui ne contribuent pas à la protection de la société, à savoir toutes les restrictions concernant la santé, le travail, l'éducation, le loisir, les visites. Bon, quelle que soit la diversité des systèmes pénitentiaires en Europe, nous sommes très loin de cet idéal aujourd'hui, alors que plusieurs États de l'Union européenne, dont le mien, ont déjà fait l'objet d'une ou plusieurs condamnations de la Cour européenne des droits de l'homme au sujet des conditions de détention des détenus qui ont été qualifiées de traitements inhumains et dégradants. Et donc voilà, je voulais soulever cette difficulté parce que si on considère qu'au fond, une société entière, comme le faisait peut-être Montesquieu, comme le faisait Ricoeur, qu'une société entière est mise à l'épreuve par sa façon de traiter cette question de la privation éventuelle de liberté, il me semble que cette inflation carcérale pose au moins souci dans la volonté de construire un espace de liberté, de sécurité et de justice. Alors, ce surinvestissement de la dimension punitive permet peut-être aux États de retrouver une forme de visibilité dans un contexte mondialisé, mais on peut se demander si elle contribue vraiment, pour revenir à cette exigence d'efficacité, à renforcer la sécurité du corps social dans son ensemble, compte tenu des conséquences aussi largement documentées de la prison en termes de désocialisation, de radicalisation ou de récidive. La difficulté, c'est que je pense qu'il est difficile ou illusoire de répondre à ces risques par une simple levée de la confusion entre le droit à la liberté et à la sûreté, qui serait posé à l'article 6, et l'objectif de sécurité mentionné dans son préambule. Parce que je voudrais juste rappeler que ce qu'on a appelé la pénalisation de la société, elle n'est pas due seulement à l'emprise du paradigme sécuritaire.
c'est un des dilemmes des droits humains aujourd'hui, mais elle est aussi due à une évolution que la plupart des partisans des droits humains jugeront positive, à savoir une meilleure prise en compte aussi des atteintes portées à la personne humaine. On sait en effet que la logique à l'œuvre tant dans la déclaration de 1789 que dans le Code pénal révolutionnaire de 1791 visait avant tout à protéger les droits de l'infracteur, de celui qui a commis un délit. La sûreté du justiciable, à l'époque classique, c'est la sûreté du criminel dans sa confrontation à la justice. Il n'y avait pas un mot, à ma connaissance, sur la protection des droits et des libertés des victimes en justice. Ce n'est guère, à vrai dire, dans la plupart des systèmes pénaux, depuis le début des années 80, que la façon dont celles-ci peuvent déposer plainte et être associées à la procédure constitue une préoccupation des pouvoirs publics. Là, je renvoie de nouveau aux travaux de Didier Fassin, qui, avec son collègue Richard Reichmann, avait analysé ce passage de ce qu'ils appelaient un régime de juridiction ou une économie morale, où, disait-il, les symptômes du soldat blessé ou de l'ouvrier accidenté étaient mis en doute, à un régime de juridiction, disait-il aussi, où leur souffrance vient attester une expérience qui suscite la sympathie et appelle une indemnisation. Et il est significatif d'ailleurs que Fassin et Reichmann ouvraient leur ouvrage par l'exemple des attentats du 11 septembre 2001. Dans les jours qui ont suivi l'attaque, disait-il, c'est l'ouverture du livre, quelques 9000 spécialistes de santé mentale sont intervenus pour apporter un soutien psychologique suite à cet événement. Et ce qui montrait pour eux, il ne s'agissait pas de poser un jugement, de savoir si c'était un progrès ou une régression, ce n'était pas la question, de montrer au fond comment le traumatisme s'était imposé comme un lieu commun du monde. Alors moi, ça m'a intéressé ce rapprochement parce qu'on voit finalement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, que le 11 septembre 2001, il a été un peu le catalyseur et le symptôme en même temps d'un double phénomène. D'une part, le renforcement un peu partout de politiques dites sécuritaires sous l'emprise de la menace terroriste, et d'autre part, la consécration de ce que Fassin et Reichmann appellent une nouvelle économie morale, marquée par la nécessité de mieux tenir compte des souffrances des victimes d'attentats, d'accidents, d'agressions ou de violences sexuelles. Alors, avant de poursuivre, et pour éviter toute forme de malentendu, mon objectif n'est pas du tout ici de reprendre l'antienne de la victimisation à laquelle auraient cédé nos sociétés. La question n'est pas là. Il me semble que les revendications de celles et ceux qui font valoir le traumatisme subi ou la vulnérabilité particulière de celles et ceux qui ont été exposés à des violences sont d'abord des réclamations de justice. Mais je voulais juste attirer l'attention sur un certain nombre. Le dilemme est ceci, c'est que le risque ne se situe pas tant du côté de celles et ceux qui estiment avoir subi un préjudice, mais dans les réponses politiques qui leur sont apportées. C'est-à-dire que la question, au fond, c'est de réfléchir comment faire en sorte que mieux tenir compte des atteintes aux personnes ne conduisent pas à simplement renforcer la pénalisation de la société. Donc le risque, c'est que là, l'invocation d'un droit à la sécurité semble marquée dans plusieurs États par une logique répressive qui nourrit l'extension des délais de prescription, la multiplication des exceptions aux durées prescrites, le refus de reconnaître les responsabilités des mineurs ou des malades mentaux. Et donc, c'est ce que j'appelle les dilemmes des droits humains, c'est quand le souci de mieux protéger les personnes, souci important, se transforme, ne conduise à une logique répressive où le droit des victimes d'obtenir réparation, qui doit être reconnu, serait confondu avec la condamnation simplement du pénal du particulier qui lui a causé un préjudice. Bien, compte tenu de ces perplexités, comment penser l'articulation entre les principes de liberté et ceux liés à la sécurité ? Alors, au vu des difficultés sémantiques incessantes dont j'ai parlé plus tôt, sécurité, sûreté,
cette confusion entre cet article 6 qui prévoit un droit à la sûreté et cet objectif de sécurité. Peut-être y aurait-il un avantage à renoncer, comme d'ailleurs les rédacteurs de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne l'ont envisagé, au concept de sûreté à l'article 6 et à ne mentionner qu'un droit à la liberté. Ce serait plus clair puisque cet article ne concerne que la protection de l'individu contre la détention arbitraire. Alors ça permettrait de poser clairement qu'il s'agit d'un droit individuel d'être protégé de l'emprisonnement hors des cas fixés par la loi, qui s'inscrit, si vous voulez, qui est du même ordre que le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants. Et donc ici, je dirais, la sûreté renverrait donc de façon très large à une protection contre ce que Philippe Petit a appelé l'impérium, c'est-à-dire une protection contre l'arbitraire des pouvoirs publics. C'est le fondement de l'état de droit qui ne saurait être subordonné, et je serais même tentée de dire qu'il doit primer, sur l'autre volet de la non-domination identifiée par Petit, à savoir la protection contre le dominium ou l'arbitraire des relations interpersonnelles. Donc ça, Petit ne le dit pas, mais donc il n'y a pas une hiérarchie de priorité entre la protection contre l'impérium et puis la protection contre le dominium. Mais affirmer ainsi une primauté du droit à la liberté ou du droit à la sûreté-liberté sur les exigences de sécurité ne revient pas ici à minimiser l'impératif de sécurité ou l'objectif de sécurité mentionné dans le préambule, qui a justement pour objectif de rendre possible les conditions pour que les personnes puissent jouir de leur liberté de façon effective. Étienne Balibar, dans l'article que j'ai mentionné tout à l'heure, dit au fond cette notion, cette idée que les personnes doivent avoir les moyens de jouir de leur liberté est présente dès la déclaration de 1789 à travers les notions d'administration, de pouvoir public, qui marque sans équivoque que l'État est nécessaire, qu'il est aussi un droit de l'homme et du citoyen, dit-il. À partir de la même idée, je dirais les choses peut-être d'une façon un peu différente. C'est que l'existence d'une communauté politique qui donne à chacun et chacune les moyens de se ménager une place dans le monde est la condition d'exercice des droits de l'homme et du citoyen. Ce qui va me ramener à la pensée d'Arendt et à ce petit livre inédit. J'ai dit qu'Arendt refusait l'identification de la liberté à la sûreté, qui était confondue par elle avec le seul maintien de la vie et de nos intérêts vitaux. Mais on peut se demander si un autre concept qu'elle avance, celui de libération, ne permettrait pas de répondre à une définition élargie de la sécurité, qui serait très éloignée du seul souci de vigilance sécuritaire. Donc c'est un texte inédit qui est publié en français, vous pouvez le trouver chez Payot, qui a été retrouvé dans une bibliothèque en 2017. Et je crois qu'on ne sait pas très bien, c'était destiné à une conférence. Mais c'est un texte très intéressant parce que Arendt nous dit ceci, elle nous dit « Être libre pour la liberté signifie avant tout être délivré non seulement de la peur, mais aussi du besoin. » Bon, là, elle reprend, elle l'avait déjà noté dans On Revolution, elle dit l'état de besoin constant lié à la misère, dit-elle, impose ce diktat absolu du corps qui compromet toute participation à la vie publique sur un pied d'égalité. Donc être délivré, si vous voulez, d'une forme de misère est la condition pour pouvoir participer à la vie publique. Et de la peur, elle disait, au fond, la peur qu'on peut ressentir, peur de l'arbitraire, elle conduit à l'isolement en contrecarrant les capacités humaines pour l'action et le pouvoir. C'est pourquoi la tyrannie conduit à l'isolement des hommes. La peur empêche les capacités d'action collective. Et donc, elle a introduit dans ce texte inédit cette idée qu'au fond, la libération de l'oppression, de l'arbitraire ou de la misère sont autant de conditions à l'exercice de la liberté, même si, précise Arendt, la liberté n'est en aucun cas une conséquence nécessaire de la libération. Vous pouvez être délivré de la peur et des besoins matériels, ce n'est pas pour autant
que cela suffise pour accéder à la liberté. Alors ce débat, juste pour terminer, me semble n'est pas que sémantique. Je voudrais juste pointer 3 avantages à comprendre la sécurité au sens d'une libération, qui serait la condition de la liberté, plutôt que d'invoquer un droit à la sécurité ou la sécurité première des libertés. Le premier avantage de cette notion de libération, c'est qu'elle comprend aussi bien la libération de la peur et du besoin. Ça autorise au fond une vision large de la sécurité, qui pourrait être comprise comme une protection contre les atteintes aux biens et aux personnes, mais aussi une forme de relative protection contre la maladie, l'accident, l'incapacité de faire face à ses besoins alimentaires, ainsi que contre des formes systématiques d'humiliation et d'exclusion. Tout phénomène qui empêche, enfin tous éléments qui empêchent d'être partie prenante à égalité à un monde commun. Le deuxième avantage, c'est que ça permet d'éviter au fond, une confusion entre la fin, qui est la liberté, et les moyens, qui est la sécurité. Et distinguer entre la fin et les moyens, ça permet de rappeler que ne sont légitimes que les politiques publiques qui ont pour objet de délivrer les personnes de la peur et du besoin, en vue de leur permettre d'exercer leur autonomie. En matière de lutte contre le terrorisme, il serait contradictoire que l'obligation de protection des États conduise à des mesures durables ou disproportionnées de restriction des libertés, puisque l'objet de ces politiques est précisément de préserver la liberté de tous. Et au-delà, ce sont toutes les politiques pénales et sociales qui pourraient être évaluées à l'aune de leur capacité réelle à mettre en place les conditions d'exercice de liberté de tous et de tous. Ça pourrait permettre de, je renvoie ici par exemple aux importants travaux de Robert Castel, à penser les protections sociales comme des conditions de base pour appartenir à une société de semblables, en disant qu'au fond que ceux qui en bénéficient sont, je le cite, des partenaires provisoirement privés des prérogatives de la citoyenneté sociale, et non pas des assistés qui bénéficieraient d'une forme d'un droit au secours. Ce qui conduit un dernier avantage, il me semble que situer la sécurité du côté des objectifs de libération et des devoirs de la puissance publique, et moins du côté d'un droit individuel, permet de l'inscrire dans un contexte collectif qui est celui de la solidarité, où il s'agit de penser la responsabilité de tous et de toutes vis-à-vis de celles et de ceux qui ne disposent pas des moyens d'être partie prenante à un monde commun. Dans le dernier chapitre d'Homo Juridicus, qui s'appelle « Lier l'humanité, du bon usage des droits de l'homme », Alain Suppiot, livre sur lequel je reviendrai demain, Alain Suppiot nous invitait à ouvrir les portes de l'interprétation des droits de l'homme à d'autres civilisations, en s'appuyant notamment sur l'exemple de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 27 juin 1981, qui invite notamment à ne pas séparer l'homme des relations qu'il entretient avec ses semblables ou qui pose le principe de solidarité. Alors, je rejoins ce souci de promouvoir une conception intersubjective des droits de l'homme, des droits humains. Je dois dire que la formulation des articles de la Charte africaine, qui insiste beaucoup sur les devoirs de l'individu, de respecter ses semblables et de préserver les solidarités sociales, me semble présenter quand même comme inconvénient de faire beaucoup peser la charge de ces obligations sur les individus, au risque peut-être d'éclipser les obligations de l'État social. Mais ça, c'est le dernier des 3 objectifs mentionnés dans le préambule de la Charte, celui de la justice, et ce sera l'objet de ma dernière conférence demain. Je vous remercie.